Elle nous a rejoint Marc Fesneau. Bonsoir. Pour notre grande interview politique de 19h30, président des députés MoDem et député vous-même du Loir-et-Cher. On voulait tout d'abord vous faire réagir à ces déclarations du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, aujourd'hui dans les colonnes de la Tribune du dimanche à propos de la lutte contre le narcotrafic et comment lutter efficacement contre le narcotrafic. Il se dit favorable à la mise en place d'un état d'urgence. C'est une proposition qui est portée par Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Voilà sa citation. On pourrait envisager des perquisitions dès lors qu'on soupçonne une infraction. Mais je précise que tout cela doit finir à un moment ou à un autre, a posteriori, devant un juge. Déclaration tout de même étonnante. Il faut se passer de la justice pour lutter efficacement contre le narcotrafic. C'est pas tout à fait ce que je lis dans les déclarations de Laurent Nunez. L'idée, c'est l'état d'urgence a été fait dans un certain nombre de cas, le cas de terrorisme en particulier, on me souvienne, sur lequel on peut s'affranchir provisoirement d'un certain nombre de procédures, mais à la fin, comme le dit Laurent Nunez, on finit chez un juge. Mais pas au début, donc ça interroge quand même sur notre état de droit. Aujourd'hui, le système, c'est qu'il faut l'autorisation d'un juge. Il faut l'autorisation d'un juge, mais vous êtes sur quelqu'un que vous poursuivez. Si vous n'êtes pas dans la situation, si vous lui laissez le temps de réagir, vous lui laissez le temps aussi de pouvoir camoufler, de pouvoir se camoufler, de pouvoir échapper à la justice. Ah, bien sûr, oui, mais toute la difficulté c'est considéré comme une liberté fondamentale. Oui, mais vous avez raison. Donc toute la difficulté, c'est ce que j'allais dire, c'est de trouver un point d'équilibre entre ce que sont les nécessités quand même de lutter contre le narcotrafic. Il est inutile de décrire ce qui s'est passé dans la semaine. Manifestement, il y a des réseaux puissants, des réseaux qui sont très actifs, qui sont manifestement dérangés par la politique menée par le gouvernement depuis 18 mois. Mais sur ce point, ça ouvre la porte à des perquisitions arbitraires si on ne passe pas devant un juge. C'est pour ça que je vous dis que derrière, on doit respecter l'état de droit. Quand il y a eu des affaires de terrorisme, à la fin, on a respecté l'état de droit. La question, c'est de ne pas ouvrir en toute occasion et pour n'importe quel sujet, et donc de regarder dans quel domaine on peut le faire. Est-ce que là, on est Oui, mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez... Mais je vois très bien. Monsieur Geoffrin, vous avez raison, je vois très bien le problème. L'argument qui n'est pas faux. Une fois qu'on s'est habitué à aller perquisitionner chez les gens sans avoir... Mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut essayer d'un juge, on risque de le refaire pour d'autres sujets. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver le point d'équilibre. Et ça, c'est un point d'équilibre, vous êtes favorable ? Mais c'est un peu... pas suffisamment précis à ce stade. Oui. Je comprends la déclaration de Laurent Nunez, mais on n'a pas de texte de loi, on n'a pas de disposition, on ne sait pas comment ça peut se passer, on ne sait pas quels faits sont couverts. Est-ce que c'est le petit trafiquant ou c'est le gros trafiquant ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est soupçonné d'avoir agi avec violence ou pas ? Vous voyez, donc pourquoi pas, mais à préciser. Mais il faut toujours qu'on regarde demain, nous aurons un débat avec Elisabeth Borne sur la question de l'état de droit. La question de l'état de droit, c'est justement d'essayer de trouver le point d'équilibre entre ce que sont les nécessités d'efficacité et les principes fondamentaux, en particulier les libertés fondamentales. L'état d'urgence, ça existe déjà, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a mis en place, on a tendance à le prolonger indéfiniment. Et donc, du coup, l'arbitraire peut s'installer. Mais reconnaissons qu'on a vu... Pardon de vous avoir coupé, mais reconnaissons qu'on a vu l'efficacité du dispositif. Parce que quand vous disiez on ne peut pas perquisitionner avant 6 h du matin pour des faits... Non, on a le droit. On a le droit dans certains cas, mais je veux dire, vous voyez bien qu'on a levé un certain nombre de contraintes dont profitaient les délinquants. Mais il y a des droits fondamentaux, il faut respecter les droits fondamentaux aussi, parce que sinon, à la fin, on affaiblit la justice, on peut donner le sentiment qu'elle est tout azimut et pas ciblée sur les délinquants eux-mêmes. Justement, sur cette question du narcotrafic, vous l'évoquiez rapidement, cette semaine, elle a été marquée par des règlements de compte liés au narcotrafic à Nantes, à Nice, près de Lyon. 6 personnes décédées en une semaine. Est-ce que l'État, aujourd'hui, est dépassé face au narcotrafic ? Alors, pardon, non pas pour vous corriger, mais ce ne sont pas des règlements de compte. Il y a eu un mélange, guerre de territoire, acte d'intimidation. On est maintenant dans une guerre de territoire, et pour montrer qu'on est sur son territoire, on tire à l'aveugle. Et on fait des actes d'intimidation. Et je dis, ce sont des actes d'intimidation qui sont des meurtres. Oui. Donc c'est de l'intimidation poussée à son paroxysme. Et c'est pas des balles perdues. C'est des gens qui viennent, qui rentrent dans un hall, qui tirent sur ceux qui sont là et qui disent ici c'est chez moi. Et donc, ça prouve quand même que le réseau qui s'était organisé est un réseau extrêmement puissant et qu'on démantèle au fur et à mesure des points de deal. Et du coup, ça concentre sans doute les batailles de territoire. Et comme ça concentre les batailles de territoire, ça veut dire qu'il y a sans doute des enjeux financiers qui sont absolument, sans doute colossaux et qui nécessitent qu'on ait des moyens. Vous pensez que c'est le produit de l'action moi, je suis à peu près certain que c'est un des produits. Oui, c'est une réaction au fait. C'est une réaction
de gens qui s'étaient organisés, qui avaient laissé se développer leur trafic. Et sans doute collectivement, nous n'avions pas vu à quel point le trafic était en train de se développer depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, c'est des territoires entrés qui échappaient aux règles de la République. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, c'est que c'est suite à l'efficacité de l'action de la police qu'il peut y avoir derrière une réorganisation, une volonté de guerre de territoire et d'acte d'intimidation. Entre eux et laisser faire ce qu'ils veulent, il n'y a jamais de problème. C'est généralement quand vous venez dire là, il y a quelque chose qui ne va plus, qu'évidemment, ils viennent se rebeller. Pour autant, pour terminer sur la lutte contre le narcotrafic, c'est près de 2 milliards consacrés à la répression chaque année. Et le sentiment pour beaucoup de Français qui le vivent dans ces territoires où il y a ces guerres entre différentes bandes, ces guerres de territoire, ces actes d'intimidation, que la situation est de pire en pire chaque jour. D'où je vous repose ma question. Est-ce que l'État, malgré tout, est dépassé face à la situation ? Mais c'est un combat qui est très difficile pour l'État français, comme pour les États-Unis, comme pour des tas d'États européens. Personne n'a une solution miracle sur les questions de trafic de drogue. Donc il y a la prévention, il y a la répression, il y a les grands réseaux, il y a les lieux de production de la drogue, tout ça. Parce que mais il y a aussi la consommation. Il y a des narco-États aussi. Il y a aussi la demande. Oui, il y a aussi la demande qui pousse. Donc vous êtes favorable à ce qu'on augmente les amendes ? Oui, je trouve que le système d'amende ou le système de visibilité de ceux qui sont pénalisés, en tout cas les amendes, me paraissent un système... Oui, mais là, ils ont décidé de passer de 200 à 500. Oui. Ça vous paraît juste ? Ça fait partie de l'arsenal. C'est pas le seul. On va pas envoyer des gens pour consommation, mais au moins qu'il y ait des amendes, ça me paraît logique. Mais reconnaissons aussi que quand on est consommateur, on a une part de la clé par rapport à ceux qui trafiquent. Je ne dis pas de responsabilité, la question n'est pas de culpabiliser. Mais on alimente le trafic. On alimente quelque chose. Et on alimente des gens qui, au bout, font les actes qu'on a vus cette semaine à Nantes ou ailleurs. Autre dossier dans l'actualité politique, c'est l'Algérie, avec la visite demain de Gérald Darmanin en Algérie, le ministre intérieur algérien qui est attendu dans les prochains jours à Paris. Ça marque une nouvelle étape du réchauffement diplomatique avec l'Algérie. Il y a eu la visite d'Alice Ruffo, déléguée aux armées. Est-ce que vous avez le sentiment que, voilà, on est en effet dans une étape de réchauffement diplomatique et que cette stratégie, cette approche plus douce, dirons-nous, en tout cas en rupture par rapport à celle de Bruno Retailleau, elle est plus efficace aujourd'hui? La seule chose qui compte, c'est l'efficacité dans cette affaire-là. Ce que je constate, c'est que manifestement, je ne sais pas si on peut parler de réchauffement des relations, disons qu'on a des relations que nous n'avions plus avec l'Algérie, d'une certaine façon, depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire d'années. Je trouve que ça va dans le bon sens, que ça permet de délivrer des passeports consulaires, enfin des laissez-passer consulaires. Au compte-gouttes, 150 laissez-passer consulaires, c'est pas beaucoup. Et ce qui permet... C'est notamment en 2025 que les choses se sont rompues, et donc si ça permet de faire ça, si ça permet de libérer permettre la libération de notre collègue, du journaliste Christophe Glaise, c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, tout le monde sait le rôle et l'importance qu'a l'Algérie sur ce continent, et notamment au nord de ce continent. Et donc, qu'on ait des relations comme avec les Marocains, comme avec les Tunisiens, comme avec les Algériens... Donc la politique de Retailleau était une erreur, d'après vous? Mais je trouve que la frontalité sans moyen de coercition réelle est quelque chose qui est toujours une erreur. C'est pas Bruno Retailleau en tant que tel. Regardez, le président des États-Unis, il œuvre en toute frontalité en permanence. Il est quand même allé... pardon du terme, faire des génuflexions en Chine, parce que la frontalité dans les rapports internationaux, ça n'existe pas si vous avez besoin de l'autre. Si vous n'avez pas besoin de l'autre, il n'y a pas de problème à être frontal. Vous pouvez être frontaux, vous pouvez y aller, vous pouvez dire je me fiche de ce que font les Iraniens, ce que font les Algériens, ce que font les uns ou les autres, pas de problème, ou les Chinois. Mais quand vous êtes dans des relations qui sont des relations où vous avez besoin de coopération, l'Algérie, on a besoin de coopération sur les sujets d'immigration, sur les sujets de lutte contre le terrorisme, sur les sujets d'énergie. Et par ailleurs, nous avons une histoire. Dieu sait si elle est compliquée, mais nous avons une histoire avec l'Algérie. Et donc, penser que simplement, en faisant les gros bras, on va réussir à régler ce qui est un conflit de court terme, mais aussi une histoire de long terme. Par exemple, s'agissant des OQTF, qui est un vrai problème, est-ce que vous pensez que les Algériens pourraient accepter de délivrer beaucoup plus de... C'est pour moi un des objectifs de ce dialogue, c'est qu'ils acceptent de reprendre... Mais il faut un rapport de force. Nationaux. Il faut un rapport de force. Il faut un rapport de force et en même temps... Mais il faut un rapport de force, c'est-à-dire le rapport de force, c'est je sais ce que tu veux, tu sais ce que je veux et j'essaie de trouver un point d'équilibre. C'est ça le rapport de force. C'est pas simplement de menacer, parce qu'on a bien vu que la menace n'avait amené à rien. C'est quelques dizaines de laissez-passer consulaires qu'on a fait en 2025. Ça prouve que c'était donc un échec. Alors sur la stratégie à adopter sur la stratégie à adopter du gouvernement français à l'égard du gouvernement algérien, il y en a un qui n'est pas du tout d'accord avec vous, c'est Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, qui était interviewé ce matin sur notre antenne.
pas être très clair. Ça fait des années que le président de la République fait l'aplaventrisme, met un genou à terre, que nos ministres vont battre leur coulpe à Alger. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à chaque fois, le président Tebboune a des propos encore plus durs pour la France. Donc Vous savez, c'est rupture diplomatique avec l'Algérie c'est pas de la si rupture, le RN est au c'est pouvoir. pas de la rupture, c'est la fermeté dans le langage diplomatique. Arrêtons la diplomatie de la courbette. Essayons la diplomatie de la fermeté. En général, ça marche. Qu'est-ce que vous répondez à Laurent Jacobelli ? Fini la diplomatie de la courbette. J'ai quelques images et quelques souvenirs d'images de responsables du Rassemblement national. Alors, je ne sais pas s'ils allaient faire des courbettes, mais manifestement, ils allaient soumettre qui à Poutine ou qui à Trump. Donc, chacun fait comme il veut. Moi, je n'ai pas vu le président de la République française faire ça. Donc, alors, c'est à la fois, il ne faut pas rompre, il faut se parler, mais il ne faut pas faire de courbettes. Enfin, à un moment, il faut se parler. Est-ce que se parler, c'est faire des courbettes ? Ils disent fermeté, j'ai c'est vu plus efficace. Madame Le Pen, j'ai vu un certain nombre de responsables RN aller faire chez les puissants, les ultra-puissants, je pense, chez les Russes et chez les Américains, donner le sentiment quand même qu'on venait, s'il s'agissait d'aplaventrisme, on y était carrément. On va continuer à avancer dans l'actualité politique de ce week-end et cette tribune du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, titrée « Honte nationale ». Il parle de la pédocriminalité, de la manière dont cette question est gérée dans notre pays. Il commence en citant ce chiffre. En France, un enfant est victime de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. Et il dit ainsi « Trop longtemps, nos institutions ont répondu à l'urgence par la prudence, à la détresse par des process, à la parole de l'enfant par le doute. » Et il propose l'imprescriptibilité des crimes commis sur mineurs. Est-ce que vous y êtes favorable, Marc Fesneau ? Pardon, avant d'être dans les crimes commis sur mineurs, il faudrait déjà qu'on essaie de limiter le nombre de crimes. Parce que l'imprescriptibilité, c'est une fois que les faits ont eu lieu. Que les faits ont lieu. Donc, je vais répondre à votre question. Oui, je veux bien que vous me répondiez à ma question. Non, mais ce que j'entends quand même dans les propos, il n'y a pas que ça dans les propos de Gérald Darmanin. Non, mais c'est comment on fait en sorte qu'on ne se retrouve pas dans la situation de crimes qu'on n'a pas vus, de gens qui ne sont pas dénoncés, parce que ce sont souvent en plus des prédateurs, c'est-à-dire des gens qui ont une carrière de pédocriminels. Oui. Et donc, on a 5 ans, 10 ans, et après, ça amène à l'imprescriptibilité. Mais d'abord, c'est ça. On a encore entendu ce matin, je crois que c'était d'ailleurs sur votre antenne aussi, le fait qu'à Paris, on considérait qu'il y avait une centaine d'établissements, plus d'une centaine d'établissements dans lesquels il y avait des faits de crimes sexuels. 84 écoles maternelles de la capitale sont concernées par des enquêtes, en effet. Plus des crèches, plus d'autres lieux. Des écoles c'est quand même lunaire, pour pas dire dingue, que je n'accuse personne. Je dis donc, on n'a pas vu, donc on n'a pas voulu voir, donc on n'a pas été attentif. Il y a des mesures dans ce que dit Darmanin pour et il me semble que le fait de spécialiser un certain nombre de procédures des magistrats sur ces questions-là, je pense que c'est un sursaut national qu'il faut avoir, c'est-à-dire de toujours avoir l'œil, pardon de le dire ainsi. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'affaire de la justice, c'est l'affaire des parents, c'est l'affaire des encadrants, c'est l'affaire des fonctionnaires quand on est en charge de structures de nature Gérald publique. Darmanin, garde des Sceaux, ces mots très forts. Hein. Notre système est totalement défaillant. Et il est défaillant parce qu'on ne se considère pas tous un maillon de la chaîne. Moi, j'ai été maire d'une commune, j'ai toujours veillé à regarder si j'avais des signaux faibles, à regarder si c'était vrai ou pas vrai. Pardon, mais ce n'est pas de la responsabilité des parents quand ils envoient leur enfant à l'école, c'est de la responsabilité des institutions. La question n'est pas la responsabilité. Je dis, nous sommes tous le maillon d'une chaîne. Il faut écouter la parole d'un enfant. Et la parole d'un enfant, elle se délivre à l'école, il se délivre parfois chez les petits copains ou les petites copines, il se délivre chez les parents, voilà, c'est comme ça qu'il faut essayer d'être vigilant. Il faut aussi les protéger, qu'ils ne soient pas en contact avec les animateurs du périscolaire qui font des casiers. On est bien d'accord, mais vous croyez que ces gens-là, ils œuvrent à visage découvert ? Non, mais il y a des failles dans les institutions. C'est pour ça que je ne fais pas grief. Surtout que les choses se passent dans la famille. Souvent. Et l'essentiel des faits sont des faits intrafamiliaux. Donc, il y a les professionnels, très bien, ça c'est le boulot de ce que sont les administrations et de l'État français, et puis il y a dans la famille. Et dans la famille, c'est là qu'on a besoin d'avoir un système de vigilance, parce que parfois ça émerge à l'école, parfois ça émerge au club de foot. Alors, Marc Fesneau, pour être précis et pour avancer, le garde des Sceaux propose un principe de précaution aussi. Vous me répondrez sur l'imprescriptibilité après. Un principe de précaution, mettre à l'abri les plus vulnérables avant d'enquêter, avant même d'avoir la conclusion. Est-ce que vous y êtes favorable ? Je trouve que c'est un bon principe. Enfin, le principe de précaution a été érigé en termes environnementaux, et pardon de le dire, le principe de précaution sur ce qui engage au fond la vie d'un enfant. Parce qu'un crime sexuel sur un enfant, c'est un crime sur toute son histoire, sur toute sa vie. Bien sûr. Et Gérald Darmanin a raison de rappeler que c'est autant de malheurs dans la vie qui suivent, et parfois d'ailleurs des systèmes qui se reproduisent. Donc c'est un drame pour la société. Et donc on puisse dire, principe de précaution, sans jeter à la vindicte, mais principe de précaution,
je mets à l'écart de la famille parce que je soupçonne quelque chose et il faut que la parole se libère et c'est compliqué. Et puis deuxième Avec sujet, les difficultés que ça peut poser. oui, mais notre responsabilité, personne ne peut reprocher à personne de retirer un enfant d'une famille dont on penserait, ou on aurait dû voir Il était agressé. qu'il a été agressé sexuellement. Pardon, on a tous croisé des gens qui ont été dans ces situations-là. C'est un crime tellement terrible que ça mérite aussi qu'on prenne des mesures exceptionnelles. Et sur l'imprescriptibilité, je vais au bout. D'abord, il y a eu des choses de fait déjà. C'est ce qu'on appelle l'imprescriptibilité glissante. C'est-à-dire que ça permet, à partir du dernier crime, de remonter tous les autres. C'est-à-dire que celui qui a été victime ne soit pas témoin du dernier crime, mais puisse être partie lui-même du procès. Donc, il me semble que c'est un élément important parce que ça permet de remonter à 30, 40, 50 ans quand même. Et donc, il me semble que c'est important. Après, qu'on puisse pratiquer l'imprescriptibilité, il faut juste... Là, on ne fait pas que sur les crimes sexuels, on fait sur tous les crimes sur les enfants. Après, attention à ne pas donner un sentiment, même si le crime contre un enfant est un crime, pour moi, contre la représentation que nous faisons de l'être humain et de l'humanité. Vous voulez dire qu'il ne faut pas laisser tomber le principe de la prescription? Parce qu'on l'a fait, on le fait pas, autant que je me souviens sur le terrorisme, il n'y a pas d'imprescriptibilité. L'imprescriptibilité n'existe que pour des crimes contre l'humanité. Et donc, au sens que c'est un crime contre ce qu'il y a d'humain en nous. Nous faisons l'humanité. Je comprends, mais attention, les crimes de barbarie sur des gens, les crimes de terrorisme. Oui, il y a d'autres crimes atroces. Et on a vu parfois des gens qui réclamaient leurs droits sur les questions de terrorisme. 40 ans plus tard, on leur dit c'est terminé, on ne peut plus poursuivre. 30 ans plus tard. Et donc, on a quelque chose de trouver ce fil ténu. Mais ce que je trouve intéressant dans la parole... Mais vous pensez qu'il faut maintenir le principe de la Le principe général, oui, et regarder à ne pas faire une hiérarchie, à ne pas introduire trop d'hiérarchie, parce qu'après tout... Qui suis-je pour juger de la valeur d'un crime ? De la gravité entre les différents crimes et qui a accès à la que le crime contre un enfant, c'est un crime contre l'avenir. Et donc un crime contre l'avenir, c'est quelque chose qu'il faut combattre avec toutes les forces. Et ce que je retiens surtout, c'est pas l'imprescriptibilité de ce que dit Gérald Darmanin. Ce que je retiens, c'est éveil collectif, mise à l'abri par précaution et par ailleurs une vigilance et des magistrats qui soient encore plus spécialisés sur cette question-là. Face à un système défaillant, mais ce on sont les on mots est défaillant du garde des parce Sceaux. qu'on a face à nous des gens qui sont par nature camouflés. Ils agissent comme des prédateurs. Et parce que longtemps, ça a été un tabou dans la société. Et parce que par ailleurs, y compris notamment dans le cercle familial, puisque c'est là que ça se passe, c'était un tabou dans la société. Parce que le pas de vague. Et le pas de vague, c'est vous laisser un enfant seul face à ce qui est la pire des choses et face à l'autorité qui est celle des parents ou de la famille, de ne pas pouvoir en parler. C'est quelque chose d'absolument dingue pour la construction d'un enfant. On va parler de la présidentielle désormais avec cette avalanche de prétendants. On se demande si la classe politique française est frappée du syndrome « pourquoi pas moi ?» On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde... La société est un peu construit ça, oui, malheureusement. Oui. Là, plus particulièrement peut-être la société, la classe politique. Il n'y aura pas autant à la fin. On a une trentaine de candidats à la présidentielle selon un dernier décompte. Comment est-ce que vous expliquez cette multiplication des ambitions présidentielles ? Alors, jeter la pierre à personne. D'abord, une trentaine, c'est ce qu'on invente collectivement dans notre petit écosystème en disant, lui, il penserait. Alors, il y a ceux qui y pensent. OK, on a le droit de penser. Vous faites un effort parce qu'il n'y en a pas de chez vous. Non, vous avez vu comment on fait la part de l'effort ? Oui, vous êtes très civique. Nous, on fait la part de l'effort. Pourquoi ? Parce que pour le moment, vous n'allez pas nous le reprocher, sinon on peut trouver des solutions, Monsieur Geoffrin. Mais pourquoi on fait ça ? Parce que je pense que le sujet n'est pas, vous voyez bien, le risque dans lequel on risque de rentrer. À gauche et à droite. Et au centre. Face à des populistes qui sont très puissants. C'est le fait qu'on se concentre sur des affaires de personnalité, pas sur des affaires de quelle réponse on entend apporter aux Français. Oui, non, mais c'est toujours le problème de quel est le programme et quel est l'homme pour le porter. Vous serez les premiers à reprocher le casting. Alors quand on vous parle de programme, vous dites oui, le programme c'est pas passionnant. Ok. Alors j'ai pas du tout dit ça. Ça m'intéresse, mais il faut quelqu'un pour le porter. Mais il faut d'abord qu'on se dise qu'est-ce qu'on a envie de proposer aux Français, et après ça, je ne doute pas que ça s'incarnera ou que ça s'incarnerait. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'urgence et que moi, je ne croise pas les gens. J'étais dans mon département encore ce matin. Personne ne m'a dit alors qui va être candidat. Est-ce qu'on dit pas ça ? Il n'y a pas d'empressement des Français sur le sujet. Parce que l'empressement des Français, c'est qu'est-ce qui se passe en Iran ? C'est le prix du carburant, c'est les problèmes de démographie médicale. Non, mais c'est des problèmes. Marc, c'est pas un peu une manière de botter en touche ? Non, on ne dit pas ça quand on n'a pas de candidat. Non, pas du tout. Non, mais on en a eu trop de candidats. On a eu des candidats et François Bayrou a été candidat à plusieurs reprises, y compris pour défendre ce qui était la vision d'un certain nombre de sujets. Et je suis sûr qu'on reparlera du sujet, par exemple, de la dette dans cette campagne, parce que le sujet de la dette, c'est le sujet de qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Et c'est un élément qui est très important. Et donc, il me semble que c'est pas pour éluder la question, mais plus on se parle de nous, plus on parle de nous, plus on rejette
on suscite un sentiment de rejet chez les Français. Tout de même, Marc Fesneau, est-ce que vous êtes inquiet de cette multiplication d'ambitions présidentielles au centre droit? On peut avoir déjà Édouard Philippe, Gabriel Attal, alors qu'en effet, il y a un match qui se dessine. On verra bien si c'est le cas, mais entre Jordan Bardella pour le Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Sincèrement, quand vous voyez la situation de votre famille politique élargie, Très élargi même. très élargie, est-ce que vous êtes inquiet à l'approche de cette élection présidentielle? Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas inquiet de la situation telle qu'elle est posée, parce que vous avez sur le flanc au Rassemblement national où Marine Le Pen ou Jordan Bardella s'est acté, et sur le flanc à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Bon. Sur les deux tortues, il y a des lièvres qui dorment au milieu. Il y a des lièvres qui dorment au milieu. Je ne sais pas si ça finira pas d'ailleurs. J'espère que ça finira comme la tortue, si je peux dire. Mais non, la tortue. Non, la tortue, la tortue vous a êtes gagné. là-dedans. Elle gagne à la fin. mais c'est pour ça que je préférerais qu'on soit les tortues et que les autres soient les lièvres. J'inverse votre affaire. Bon, alors là, on se perd entre les tortues et les lièvres. Non, mais simplement, du coup, vous êtes inquiet et comment vous allez faire? Je suis inquiet parce que, je le répète, j'ai le sentiment qu'en multipliant les candidatures, on finit par ne parler que des personnes. Et d'ailleurs, vous voyez bien que les expressions... Oui, c'est le cas. Oui, mais laissez-moi juste essayer de développer ce que je voulais dire. C'est donc, si on arrive à dire autre chose que je suis candidat, mais je suis candidat, alors ça sera intéressant d'ailleurs de voir ce que disent Gabriel Attal, Édouard Philippe et d'autres sur un certain nombre de sujets, parce qu'à un moment, vous avez raison, c'est une incarnation. Mais une incarnation sans projet, c'est du vide. Le Pen et Mélenchon, ils disent des choses. Et qu'est-ce qu'on dit, nous? Et c'est pour ça que je dis, parce que les candidats, on n'en manque pas, on est bien d'accord. Ce dont on manque, c'est d'un projet. Donc, essayons de travailler, et peut-être que chacun de ces candidats pourrait lui-même, et je pense qu'ils vont le faire dans les semaines qui viennent, dire comment ils voient la situation de la France. Quel bilan on peut faire de ce qu'on a fait? Un certain nombre d'entre nous ont participé à l'équation gouvernementale. On ne va pas s'affranchir de ça, et je trouve que c'est bien d'être lucide sur ce qui a marché. Il y a plein de choses qui ont marché, parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans tout ça, et ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut améliorer. Et à partir de là, il y aura une candidature qui émergera, parce que celui qui aura émis ses propositions le fera. Et puis par ailleurs, nous, pour ce que nous sommes, nous, centristes, historiquement, on va dire aussi ce qu'on pense. Puis on verra ce que les uns et les autres en disent. Dans le bloc central, il n'y aura pas de procédure pour déterminer... je trouve que j'ai jamais cru... Je n'ai jamais cru la primaire. Quelle qu'elle soit, informelle ou formelle. Non, la procédure... quand vous êtes, moi, j'ai toujours cru... D'abord, il y a deux choses. Un, la primaire, c'est le premier tour. C'est là. La primaire, c'est un machin, pardon, de reprendre l'expression du général de Gaulle, qui vient des États-Unis, parce qu'il y a deux partis. Sauf que ça fonctionnait quand il y avait deux places au second tour. Désormais, il y a une seule place. Mais non, mais ça a fonctionné quand? Ça a fonctionné une fois avec François Hollande. Mais oui, mais c'est une fois. Ne faites pas d'une exception une règle. Ça a marché une fois parce que M. Strauss-Kahn a été éliminé. Les autres fois, ça n'a pas marché. Du coup, pour conclure, Marc Fesneau, ce sera les sondages qui vous départageront. Il y a eu 4 élections où il y a eu de la primaire. Une seule, ça a marché. Bon. C'est donc pas la majorité de l'espèce. Donc il faut regarder ce que sont les dynamiques. Je pense que la question de la primaire se pose quand vous n'avez pas de dynamique et de leadership. Moi, ce que j'attends de tout ça, c'est qu'on arrive à avoir un candidat qui exprime un leadership. Pour conclure, Marc Fesneau, donc pas de primaire, mais ce qu'on appelle la primaire sauvage, des sondages pour départager quel sera le meilleur des candidats. Mais il y a un premier tour à l'élection présidentielle. Il va bien falloir trouver une solution. Donc vous allez partir avec Gabriel Attal, Édouard Philippe sur la ligne de départ. Mais non, mais je crois que la raison l'emportera. Ah, voilà. Mais c'est pas une primaire sauvage. La primaire sauvage, je sais pas, c'est la primaire sauvage. Faites confiance à la raison. Je fais confiance à la raison parce que à la fin, il y a quelque chose que nous ne laisserons pas faire, c'est quelque chose qui aboutirait à ce que ce soit le débat entre les extrêmes au premier et au deuxième tour. Parce que ça, c'est la catastrophe, à mon avis, pour le pays. On n'a pas bien compris comment vous y arriverez, mais on aura d'autres occasions pour en parler. Merci beaucoup, Marc Fesneau, d'avoir été notre invité ce soir.